On va parler tout de suite économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. L'Élysée est à la recherche d'un second souffle, un an jour pour jour après l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Eh bien, le président réunit ce matin son gouvernement en séminaire. Ah oui, l'occasion sans doute de dresser un premier bilan de ces mesures économiques prises ces 365 derniers jours. Et le tableau en tout cas est sombre avec une croissance en berne. En 2013, le pays connaîtra sa deuxième année de croissance nulle, très légèrement positive pour le gouvernement, légèrement négative pour la Commission européenne. En fait, ce sont surtout les prévisions pour la suite qui font débat. Elles sont jugées trop optimistes par Bruxelles. Et pendant ce temps, le chômage continue sa progression inexorable. Il a dépassé en mars son record de 1997 avec 3,22 millions de demandeurs d'emploi. Et bien pour autant, François Hollande maintient sa promesse d'inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. Alors ses armes, le crédit d'impôt compétitivité, les contrats aidés ou encore cet accord de flexibilité signé entre syndicats et patronat. Le problème, c'est que ces armes n'ont pas encore eu le temps de porter leurs fruits. Une éclaircie tout de même, l'Europe qui vient d'accorder à la France un sursis de 2 ans pour tenir ses objectifs en matière de réduction des déficits. Oui, selon Bruxelles, le déficit public de la France atteindra cette année 3,9% de la richesse nationale pour se creuser l'an prochain et finalement se rétablir à cet objectif de 3% en 2015. Alors 2 ans de plus, mais en échange, Bruxelles exige davantage de réformes structurelles, que cela concerne le marché du travail et le coût du travail qui doit encore être réduit, les systèmes de retraite, mais aussi une ouverture plus grande à la concurrence de certaines professions. Finalement, la seule éclaircie pour la France, elle est du côté des coûts d'emprunt. Il n'a jamais été aussi bon marché pour l'État français de se financer sur les marchés, signe peut-être que la confiance est encore de mise. Et pour l'État, il n'y a pas de petites économies. La Première Dame a, elle aussi, coupé dans ses dépenses. Oui, c'est ce qu'affirme Matignon, interrogé par un député UMP. Les collaborateurs de la Première Dame coûtent moins cher que ceux de sa prédécesseur Carla Bruni-Sarkozy. La Première Dame actuelle dispose de 5 collaborateurs pour un montant d'un peu moins de 20 000 euros par mois. Carla Bruni disposait, elle, de 8 collaborateurs et faisait appel à 2 prestataires pour gérer un site internet, soit une dépense mensuelle, vous le voyez, de plus de 62 000 euros. Alors, il n'est pas inutile de rappeler qu'en France, le statut de Première Dame n'existe pas. L'épouse ou la compagne du chef d'État n'a donc pas d'existence juridique. On reste en France où l'État pourrait se désengager de certaines entreprises publiques. Oui, c'est en substance l'un des messages forts assénés hier soir par Jean-Marc Ayrault lors d'une interview télévisée. Alors il s'agit pour le Premier ministre non pas de renflouer les caisses de l'État, mais d'investir dans l'économie. Alors quels secteurs seront visés et quelles entreprises concernées? Élément de réponse avec Axel May. L'État va-t-il vendre ses bijoux de famille? Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a laissé entendre ce week-end tout en posant des conditions. Nous envisageons que dans un certain nombre d'entreprises publiques où le taux de participation de l'État en tant qu'actionnaire est très important, que nous puissions dégager une partie pour financer, mais de l'investissement, pas pour boucher les trous du budget. En clair, le gouvernement veut disposer d'argent frais pour relancer l'économie, pas pour réduire le déficit. Alors quelles sont les entreprises où l'État dispose de participations importantes? Cela va d'une présence minoritaire au sein du constructeur automobile Renault et chez l'opérateur de téléphonie historique France Télécom à des participations majoritaires dans les groupes d'énergie Areva et EDF, montant total de ces participations environ 60 milliards d'euros. Très récemment, l'État a enclenché la vente de 3% de l'équipementier aéronautique Safran et de 2% du groupe d'aérospatiale et de défense EADS. Début avril, dans une interview à la presse anglo-saxonne, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, avait évoqué la cession possible de parts dans GDF Suez et dans EDF. Selon certains experts, vendre une partie de l'électricien historique apparaît comme le meilleur choix. La part de l'État y atteint 24 milliards d'euros. Une somme à comparer avec les 20 milliards nécessaires pour couvrir l'ensemble du territoire avec l'Internet à très haut débit, un investissement dans le numérique jugé prioritaire par Jean-Marc Ayrault lors de son intervention télévisée. Et pourtant, vendre des parts d'entreprises dont l'État est actionnaire, ce n'est pas toujours simple. On l'a constaté la semaine dernière dans l'affaire Dailymotion. Oui, le ministre du redressement productif a fait capoter son rachat par l'américain Yahoo. Alors, Dailymotion appartient à France Télécom, dont 27% appartient à l'État. Une pépite française qui cherche un nouveau partenaire capable de financer son développement international. Eh bien, cette vente avortée pourrait faire des heureux en France, dont on l'imagine Arnaud Montebourg. À en croire le site OneSquare, la plateforme intéresserait les groupes Le Monde et Vivendi. Les 2 intéressés se sont refusés à tout commentaire.
Un mot maintenant du concurrent de Dailymotion, YouTube, qui doit lancer cette semaine son offre de chaîne payante. À en croire le Financial Times de ce matin, une cinquantaine de chaînes, aussi bien de cinéma que de séries télévisées, seront bientôt disponibles sur abonnement pour un tarif de départ d'1,99 $. YouTube souhaite ainsi compléter son offre, jusqu'alors dominée par des vidéos amateurs, par des offres de vidéos professionnelles et payantes. L'idée, c'est de pouvoir concurrencer des offres de vidéos à la demande comme Netflix aux États-Unis. On regarde maintenant la tendance sur les marchés. Tendance légèrement à la baisse sur les places européennes. Notez que la place de Londres est fermée ce matin. Les investisseurs vont tenter de conforter leurs gains de la semaine dernière. Et puis cette lueur d'espoir venant d'Espagne, le nombre de chômeurs est en baisse en avril. Il est repassé sous la barre des 5 millions. Du côté de l'Asie, c'était la hausse ce matin, à l'exception du Kospi qui a clôturé très légèrement à l'équilibre. La place de Tokyo est restée fermée. On part maintenant en Afrique du Sud. Au crépuscule de sa vie, l'héritage de Nelson Mandela divise ses ayants droit. Oui, outre le symbole, son nom est devenu une véritable marque commerciale très lucrative et qui, précisément, déchire une partie de sa famille et de ses proches. Le reportage de nos confrères de l'AFP. Le premier président noir d'Afrique du Sud est devenu une marque internationale, une marque qui fait vendre des souvenirs bon marché et même du vin. La fille et la petite fille de Nelson Mandela ont lancé leur affaire il y a 3 ans, jusqu'à 33 € la bouteille qui porte le célèbre patronyme. Mon grand-père nous a fait un beau cadeau et nous nous sentons honorés de pouvoir transmettre son héritage. Et nous le faisons à travers le vin. Nous pensons que c'est un beau projet, un projet honorable, et nous n'avons pas honte d'utiliser notre nom de cette façon. Nous faisons du mieux que nous pouvons avec ce qui nous a été donné. La fondation Nelson Mandela est chargée de protéger son nom. Mais cela n'empêche pas les utilisations de son patronyme, de son numéro de prisonnier ou d'images de lui. À mon avis, si la Fondation avait bien fait son travail, ces domaines auraient déjà été enregistrés et il aurait été décidé que ces domaines étaient inaccessibles aux membres de la famille. Alors que là, on assiste à une prolifération de business qui montre que la Fondation n'a peut-être pas été assez agressive et qu'elle a adopté une approche trop coulante. 2 autres filles de Nelson Mandela sont d'ailleurs en guerre ouverte avec son avocat et ami George Bizos pour récupérer une partie de son patrimoine financier. En fait, l'attractivité de la marque Mandela est aujourd'hui aussi forte que l'homme est devenu fragile. Du vin sud-africain, on passe aux glaces italiennes. Oui, car c'est aussi un énorme marché de près de 4 milliards € et qui emploie 160 000 personnes en Italie. 60% de la production est artisanale, c'est-à-dire produite par de petites entreprises indépendantes. Eh bien, 16 d'entre eux se sont rendus à Rome pour gagner le prix de la meilleure glace. Les 3 premiers pourront représenter l'Italie lors des Jeux Olympiques des crèmes glacées en septembre 2014. Ce sera dans une autre ville d'Italie. En tout cas, pour l'instant, c'est une aubaine pour la capitale italienne et pour ses touristes, c'est un régal. Écoutez. La glace à l'italienne, c'est le meilleur dessert qui soit. Tout le monde l'aime. Je veux dire, c'est crémeux, sucré, c'est délicieux. Ces gens font un super boulot. Ils innovent, intègrent de nouveaux parfums. C'est génial. Ça donne envie. Merci beaucoup, Karina. Restez avec nous d'ici quelques minutes pour trouver Elisabeth Alain pour une nouvelle demi-heure d'information en direct.